Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle de Hero of Timeline. Hero of Timeline est un jeu pour 2 joueurs pour des parties rapides de 20 à 40 minutes à partir de 14 ans. Créé par Ole Janowski, le jeu est édité par Hero of Timeline Limited. Ce jeu vous plonge dans un univers fantastique et stratégique sans aucun hasard. Pas de dés, pas de tirage aléatoire, seule votre stratégie va déterminer votre victoire ou votre défaite. Chaque héros et chaque équipe a des capacités spécifiques, ce qui rend chaque partie différente. Les règles sont conçues pour que vous puissiez jouer en moins de 10 minutes après avoir ouvert la boîte. Chaque joueur contrôle une équipe de héros dans un combat au tour par tour. Mais attention, si un héros est attaqué sans protection, il est immédiatement éliminé. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Et en fin de vidéo, comme maintenant vous avez l'habitude, je vous donnerai mon avis. Hero of Timeline vous plonge dans un monde fantastique captivant et met vos compétences stratégiques à l'épreuve lors de combats dynamiques. Chaque partie de Hero of Timeline oppose 2 équipes de héros. Et chaque mouvement peut déterminer l'issue de la partie. La victoire peut être obtenue de 2 manières. En éliminant tous les héros ennemis avant la fin du tour 5, sinon, à la fin du tour 5, le joueur ayant dominé le champ de bataille pendant le plus de tours l'emporte. Chaque partie se divise en phases suivantes. Une pré-partie, où vous choisissez vos équipes, installez le plateau, placez les jetons d'armure, puis une phase de déploiement, où vous construisez les défenses en plaçant les murs et positionnez vos héros dans les zones de déploiement. Et finalement la bataille. Vous menez vos équipes au combat, vous manœuvrez, attaquez avec vos héros et profitez de leurs compétences et capacités uniques dans un affrontement au tour par tour. La première étape du jeu consiste à choisir les équipes avec lesquelles jouer. Une fois que vous aurez fait quelques parties, vous connaîtrez le style de jeu de chaque équipe et vous aurez vos préférés. Si c'est votre première partie, laissez simplement votre cœur choisir. Quelles sont les différentes équipes que vous allez retrouver? Ici, que j'ai mis sur le plateau, vous avez les chasseurs de dragons. C'est une noble famille de héros de guerre, issue de l'époque où l'humanité luttait contre les dragons de la flamme noire. Leurs points forts sont une armure excellente et des caractéristiques élevées pour chaque héros. Cela est compensé par un nombre plus restreint de héros dans l'équipe. La difficulté de prise en main est faible. Ensuite, vous avez les gardiens de Widgat, ce sont eux. Ce sont les ancêtres d'une tribu de montagnards qui a été témoin de la chute céleste. Ils se sont adaptés aux changements catastrophiques qui ont suivi. Ils sont plus forts que jamais et leur connaissance de l'alchimie est inégalée. C'est la seule équipe capable de dresser des murs en cours de partie. Mais cela est contrebalancé par des caractéristiques moyennes chez les héros. Leur difficulté de prise en main est moyenne, que j'ai mis ici et que donc vous retrouvez là, c'est le temple caché. Les ninjas du temple caché sont les protecteurs anonymes du grand port Kang de l'Est, assurant la sécurité de la ville contre la menace d'une invasion des peuples des profondeurs. Leur grande manœuvrabilité et leur attaque à distance, qui ont une longue portée, sont compensées par la faible armure des héros. La difficulté de prise en main est moyenne. Et ici, nous avons l'Institut. Le mystérieux Institut vient d'un point sur la timeline riche en anomalies et paradoxes. Le professeur dirige les recherches pour dompter ses forces. C'est la seule équipe à se rendre au foyer de Borde, l'origine de la timeline, sans invitation. Leurs capacités à altérer la réalité sont uniques et incomparables. C'est la plus grande équipe du jeu, mais cela est compensé par des héros plus faibles. La difficulté de prise en main est difficile. Donc vous allez commencer par choisir les équipes, puis vous allez ensuite avoir la pré-partie. Une fois que vous avez sélectionné les équipes avec lesquelles vous jouez, vous prenez les cartes correspondantes. Il y a 2 types de cartes, les cartes héros et les cartes équipes. Les cartes équipes indiquent les caractéristiques de chaque héros de cette équipe et leur capacité de héros, ainsi que la description de la compétence de l'équipe en haut. Le jeu comprend 2 cartes équipes pour chaque équipe, une pour chaque joueur à consulter pendant la bataille. Comme ça, vous savez également précisément ce que fait votre adversaire. Ensuite, vous avez donc les cartes héros. Les joueurs prennent également une carte héros pour chaque héros de leur équipe. Les cartes héros sont composées de la manière suivante. Le portrait du héros, son équipe, le nom du héros, la capacité du héros, sa capacité de déplacement, distance d'attaque à distance, armure régulière, armure supérieure. Pour l'armure, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous jouez, vous aurez un assemblage de bases nécessaire à faire comme je l'ai fait pour chaque héros. Comme vous le voyez, ils ont une base. Les bases se composent de 2 pièces emboîtables. Après avoir choisi votre équipe et rassemblé vos cartes, il est temps d'assembler vos jetons héros. Vous prenez les portraits des héros de votre équipe, puis un nombre correspondant de base, et vous installez les portraits dessus. Ça peut être aussi le moment d'équiper les jetons armure. Comme vous le voyez là, ou encore là, il y a des jetons armure qui dépassent du socle. Vous les insérez simplement entre la partie supérieure et la partie inférieure de chaque base. Avec votre équipe prête à entrer en bataille, il est temps d'installer le plateau, de placer les jetons murs et de positionner vos héros dans les zones de déploiement dédiées. Le plateau est composé de tuiles hexagonales, chacune représentant un espace pouvant accueillir un héros. Les 6 côtés d'une tuile hexagonale correspondent aux différentes directions que peuvent prendre vos héros. Il y a à la base de chaque socle une flèche. Il montre le côté vers lequel le héros fait face. La base du jeton de votre héros doit être alignée avec les côtés de la tuile pour indiquer correctement sa direction. Le plateau est divisé en 6 secteurs. Contrôler les secteurs est essentiel pour la victoire par domination. C'est la victoire par la conquête
pendant les tours, que je vous expliquerai plus tard. Le centre du plateau est la tuile citée. Comme les autres tuiles, un héros peut l'occuper ou s'y déplacer. Cependant, elle a des caractéristiques uniques. Elle n'appartient à aucun secteur. L'occuper à la fin du tour signifie gagner ce tour et se rapprocher de la victoire par domination. Vous allez ensuite déployer des murs. Les jetons murs modifient le champ de bataille et rendent chaque partie unique. Les héros ne peuvent pas traverser les murs, ce qui influence toutes les manœuvres du jeu. Oui, les murs, c'est ce que j'ai déjà mis là. De plus, ils peuvent protéger vos héros des attaques ennemies. Les murs sont placés entre les côtés de 2 tuiles. Une fois le plateau installé, l'étape suivante est donc le placement des murs. Vous commencez par déterminer qui commence. Si une équipe a plus de héros que l'autre, le joueur avec la plus grande équipe sera le premier joueur. Sinon, vous pouvez lancer une pièce. Les avantages et inconvénients d'être premier ou second existent dans les 2 cas. Le joueur qui commence place les murs. Chaque joueur place un total de 6 jetons murs. Les joueurs jouent à tour de rôle et placent 2 murs dans chacun des 3 secteurs les plus proches de leur côté de départ. C'est-à-dire que si je suis là, 1, 2 et 3 secteurs qui sont de mon côté, et de l'autre côté, 1, 2 et 3 secteurs. L'ordre des secteurs est laissé au choix des joueurs. Les murs peuvent être placés sur les frontières des secteurs, mais ne peuvent pas être placés à moins de 2 tuiles de la tuile citée. Par exemple, le joueur A place ses murs dans une zone, mettant 2 murs dans chaque secteur. Le joueur B place ses murs dans cette zone, mettant 2 dans une autre zone et place 2 murs dans chaque secteur. Vous les placez 2 par 2. La dernière étape de la phase de déploiement consiste à positionner vos héros. Les joueurs déploient leur héros dans 2 secteurs opposés. Chaque joueur dispose d'une zone de déploiement dédiée. Vous voyez, ce sont les 2 premières zones du secteur. Le joueur qui commence place son héros en premier. Les joueurs placent ensuite leur héros à tour de rôle un par un. L'ordre est un héros d'une équipe, puis les héros d'une autre équipe. Les équipes peuvent avoir un nombre de héros différent de 2 ou plus. Par exemple, dans une partie avec 3 héros contre 5 héros, le joueur avec la plus petite équipe peut repositionner un de ses héros. Ce repositionnement s'effectue avant que le joueur avec la plus grande équipe ne place son dernier héros. Une fois que tous les héros des 2 équipes sont positionnés, on va passer à l'action principale, à la bataille. Le jeu dure donc 5 tours. Chaque tour se poursuit jusqu'à ce que tous les héros aient été activés. La structure des tours est la suivante. D'abord les capacités pré-tour. Déclaration des capacités de l'équipe ou des héros qui comportent la mention à déclarer au début du tour dans leur description. Ensuite, l'activation. Les joueurs jouent à tour de rôle et activent leur héros en réalisant la séquence déplacement, tour, attaque. Puis ce qu'on appelle un mouvement réflexe qui est optionnel, le joueur ayant la plus petite équipe effectue des mouvements réflexes avec des héros déjà activés. Premièrement, les capacités pré-tour. Certains héros et équipes possèdent des capacités à déclarer avant le début des activations. Ces capacités ont la mention à déclarer au début du tour dans leur description. Le jeu comporte 4 jetons capacités pour suivre quelles capacités ont été déclarées et sont actives. Les jetons capacités de Ballista et de Berserk indiquent que leurs compétences ont été déclarées. Les équipes instituées Temple Caché possèdent également des jetons capacités. Après qu'un joueur ait activé son dernier héros lors du tour précédent et que le résultat du tour a été déterminé, l'autre joueur déclare ses capacités pré-tour, suivi du premier joueur. Ensuite, nous arrivons à l'activation lors de la bataille. Avant que le dernier joueur ait déclaré ses capacités pré-tour, l'autre joueur sélectionne et active un héros de son équipe. Les joueurs peuvent activer leur héros dans l'ordre de leur choix, mais chaque héros ne peut être activé qu'une seule fois par tour. Pour suivre quels héros ont déjà été activés, il est recommandé de retourner leur carte. Le héros activé effectuera la séquence suivante. Déplacer un héros jusqu'à sa portée de mouvement, le tourner pour qu'il fasse face à la direction désirée, effectuer une attaque à distance ou au corps à corps. Certaines capacités peuvent modifier cette séquence, permettant des actions spéciales. Chaque héros a une portée de déplacement. La valeur sur la carte indique le nombre de cases que le héros peut parcourir de sa tuile actuelle vers une tuile adjacente. Les héros ne peuvent pas traverser les murs ni les autres héros. Le fait de tourner est la deuxième partie du déplacement. Après s'être déplacé sur la tuile de destination, vous pouvez tourner votre héros pour qu'il fasse face à la direction souhaitée. Tourner votre héros permet de diriger ses attaques à distance ou au corps à corps, ainsi que d'exposer les côtés avec une meilleure armure pour contrer d'éventuelles attaques. Après le déplacement, chaque héros peut effectuer une attaque à distance ou une attaque au corps à corps. Presque tous les héros peuvent faire des attaques à distance. Les attaques à distance proviennent du côté, avant de votre héros, indiqué par la flèche. Les cartes héros montrent la distance maximale de l'attaque à distance du héros. Par exemple, lui a une portée de 4, ici une portée de 3, et ainsi de suite. Ces attaques ne traversent pas les murs ni les autres héros. Cependant, les attaques à distance peuvent détruire les murs. La carte héros de Golem indique que sa portée d'attaque à distance est de 4. Tous les héros peuvent effectuer des attaques au corps à corps. Pour attaquer au corps à corps, un héros doit pouvoir atteindre la tuile du héros ennemi pendant la phase de déplacement. Une fois confirmé qu'un héros peut atteindre la tuile du héros ennemi, l'attaque au corps à corps se déroule en plusieurs étapes. Le héros se déplace sur une tuile adjacente à celle du héros ennemi. La distance parcourue doit être inférieure à la portée de déplacement du héros. Le héros tourne pour faire face au héros de l'ennemi et l'attaque. L'attaque touche le côté du héros ennemi auquel il fait face. Pour ça que c'est stratégique de placer les armures à différents endroits. Si une attaque touche le côté d'un héros sans armure, le héros est éliminé.
Pour être moins vulnérables, les héros utilisent des armures. Il existe donc deux types d'armures, les régulières et les supérieures. Et chaque héros dispose d'un nombre précis de chaque type indiqué sur la carte. Vous pouvez placer l'armure pour protéger n'importe quel côté, mais pas plus d'un jeton par côté. L'armure régulière offre une défense contre les attaques à distance. Si une attaque à distance touche une armure régulière, l'armure est détruite, vous retirez le jeton, mais le héros reste en jeu. Les attaques au corps à corps traversent l'armure régulière et éliminent le héros ennemi. L'armure supérieure est rare et protège même contre les attaques au corps à corps. Si une attaque à distance touche une armure supérieure, celle-ci est rétrogradée en armure régulière, vous changez le jeton et le héros reste en jeu. Quand une attaque au corps à corps touche une armure supérieure, cette armure est détruite, vous retirez le jeton, mais le héros reste en jeu. Tous les héros de Heroes of Timeline ont des capacités uniques. Étudier attentivement les capacités de vos héros vous aidera à exploiter leurs forces et à contrer les stratégies adverses. Par exemple, le chevalier rouge de l'équipe des dragons peut traverser les murs en les détruisant au passage. Cela signifie qu'il peut attaquer au corps à corps un héros ennemi caché derrière un mur. Ou bien la dame de l'équipe du temple caché, quand elle est activée, elle peut renoncer à son attaque. En échange, elle peut faire tourner chaque héros dans son secteur actuel ou dans un secteur adjacent. Le jeu étant très compétitif, des disputes sur les capacités sont possibles. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien du site qui arbitre tout ça. Toutes les équipes dans Heroes of Timeline possèdent également des compétences d'équipe unique. Bien connaître ces compétences élargira vos choix stratégiques et vous permettra d'anticiper les plans de votre adversaire. Je vais vous parler plutôt du mouvement réflexe. Quand un joueur a une équipe plus petite ou perd des héros en cours de partie, le flux classique d'activation un par un peut être perturbé. Pour éviter cela, les héros de l'équipe la plus petite peuvent effectuer un mouvement réflexe. Je vous rappelle, un tour se termine une fois que tous les héros ont été activés. Ne faites pas de mouvement réflexe après la fin du tour. Un mouvement réflexe permet au joueur de choisir un de ses héros sur le plateau et soit de déplacer le héros d'une case maximum et de le faire tourner, soit tirer dans la direction où il fait face. Une fois que tous les héros des deux équipes ont été activés, le tour prend fin. Une des façons de gagner la partie est de remporter le plus de tours. Vous avez ici un moyen de compter les tours également. À la fin du tour, le gagnant du tour est déterminé de la manière suivante. Si un héros de votre équipe occupe la tuile citée, vous êtes le gagnant du tour. Si la tuile citée n'est pas prise, le joueur qui contrôle le plus de secteurs gagne. Vous contrôlez un secteur si seuls des héros de votre équipe s'y trouvent. Si la tuile citée n'est pas occupée et que les joueurs contrôlent le même nombre de secteurs, c'est une impasse. Ce tour n'a pas de gagnant. Les points de domination sont gagnés en remportant les tours. Si vous êtes le gagnant du tour, vous recevez un point de domination. Les points de domination sont essentiels pour le type de victoire par domination. Le joueur qui perd le tour subit une punition de Bjord. En cas d'impasse, les deux joueurs subissent une punition. Les joueurs punis prennent un jeton pour marquer leur punition durant un tour. Ce sont les jetons que vous avez ici. Après le tour 1, il y a moins 1 de portée de mouvement au tour 2 pour tous les héros de votre équipe. Après le tour 2, les héros ne peuvent pas utiliser leur capacité au tour 3, mais les compétences d'équipe restent utilisables. Après le tour 3, moins 1 de portée d'attaque à distance au tour 4 pour tous les héros de votre équipe. Après le tour 4, toute l'armure de chaque héros de votre équipe est dégradée. La supérieure devient régulière, la régulière devient sans armure. La liste des punitions est imprimée au dos du livre de règles pour faciliter la référence. Donc il y a deux manières de gagner le jeu. L'élimination totale. Remporter la victoire en éliminant tous les héros ennemis du champ de bataille. Si tous les héros ennemis sont éliminés avant la fin du tour 5, la partie s'arrête immédiatement et le joueur ayant éliminé tous les ennemis est victorieux. Par domination, vous obtenez plus de points de domination que votre adversaire. Le point de domination se gagne en remportant les tours. Si vous êtes le gagnant d'un tour, vous recevez un point de domination. En cas d'impasse, aucun joueur ne reçoit de points. Le joueur ayant le plus de points à la fin du tour 5 remporte la partie. Quelques règles fréquemment oubliées. Déplacement tour-attaque. Ne tournez pas le héros activé après une attaque, qu'elle soit au corps à corps ou à distance, sauf si le héros possède une capacité qui le permet. Le mouvement réflexe. Si vous disposez de deux mouvements réflexes ou plus dans un même tour, vous pouvez choisir le même héros pour effectuer ces mouvements. Fin de tour et mouvement réflexe. Ne réalisez pas de mouvement réflexe après que tous les héros des deux équipes aient été activés. Gagnez un tour. Si à la fin d'un tour votre héros occupe la tuile citée, vous êtes le gagnant. Ne comptez les secteurs contrôlés que si la tuile citée n'est pas occupée. Donc voilà pour les règles du jeu. Ce jeu de duel vraiment très tactique, je vais maintenant vous donner mon avis. Heroes of Timeline s'impose comme un jeu tactique au tour par tour, qui conjugue une mécanique accessible, une grande profondeur stratégique et une forte identité visuelle. Dès la première lecture des règles, on sent que le jeu est conçu pour séduire autant les joueurs expérimentés que les amateurs curieux de découvrir un univers riche sans se perdre dans une complexité excessive. L'équilibre entre une courbe d'apprentissage abordable et une complexité tactique réelle est l'un des principaux atouts du jeu. Le matériel, soigné, est parfaitement pensé pour servir la fluidité du jeu et renforcer l'immersion. Le plateau hexagonal, divisé en secteurs, est centré autour de la fameuse tuile citée. Cela crée un espace de bataille clair et modulable.
Chaque hexagone représente une position précise, ce qui rend la gestion des mouvements et du positionnement plus intuitive qu'avec des cases carrées traditionnelles. L'utilisation des bases modulables pour les héros, avec des portraits interchangeables et la possibilité de placer les jetons d'armure, donne un aspect très tactile au jeu, rendant l'expérience plus concrète et immersive. Les murs, placés entre les tuiles et pouvant être détruits, apportent une dimension stratégique rare et bienvenue. Ce système de terrain dynamique influe directement sur les tactiques, forçant les joueurs à réagir constamment à l'évolution du champ de bataille. Le cœur de la mécanique repose sur une séquence très claire, déplacement, orientation, attaque. Cette simplicité apparente est, en réalité, la base d'une profondeur stratégique notable. Chaque héros peut se déplacer jusqu'à sa portée de mouvement, puis tourner pour se positionner idéalement avant d'attaquer, soit au corps à corps, soit à distance. Le fait que l'orientation influe sur la protection grâce aux différents types d'armure sur chaque face du héros, ainsi que sur la direction des attaques, oblige à réfléchir sur plusieurs dimensions. Il ne s'agit pas seulement de se déplacer pour attaquer, mais aussi de préparer ses défenses en orientant ses héros pour protéger leurs flancs vulnérables. Cela donne un caractère presque spatial au combat, chaque héros devenant un peu véritable petit bastion mobile. Le plateau, divisé en 6 secteurs, avec des zones de déploiement bien définies, impose aux joueurs de réfléchir dès la phase de déploiement. Où placer ses héros, comment préparer ses mouvements futurs. La position sera une cruciale cruciale, car elle conditionne la victoire par domination, un des 2 modes de victoire possibles. Mais cette position centrale est aussi difficile à tenir, ce qui pousse à la fois prise de risque et à la stratégie défensive. La possibilité de construire ou de détruire des murs ajoute une couche supplémentaire. Certaines équipes peuvent en effet ériger des murs après avoir bougé, transformant le terrain au fil de la partie. Cette mécanique peu fréquemment un jeu tactique, rend chaque partie unique et stratégique à plus d'un titre. Chaque équipe dispose de ses propres héros, avec des capacités et caractéristiques distinctes. Le jeu propose des héros avec des compétences spécifiques, comme la capacité de traverser les murs, de tourner plusieurs héros dans un secteur, ou réaliser des attaques en chaîne. Cette diversité offre une grande richesse tactique. Chaque joueur doit apprendre à exploiter les forces de ses héros, tout en anticipant celles de son adversaire. Les équipes ont également des compétences d'équipe uniques, qui peuvent être activées sous condition et viennent complexifier davantage la prise de décision. Le jeu ne laisse pas les déséquilibres s'installer. Quand un joueur possède moins de héros, il peut effectuer des mouvements réflexes pour compenser son infériorité numérique. Cette mécanique évite les situations frustrantes où un joueur serait totalement dépassé. Le système de punition est particulièrement original. Il impose progressivement des handicaps aux joueurs qui perdent des tours, rendant chaque décision plus lourde de conséquences et empêchant une remontée facile. Ces pénalités, avec la mobilité, les capacités, la portée des attaques et même la résistance des héros, ce qui maintient la pression et pousse à une adaptation constante. Chaque tour est rythmé avec une phase facultative de déclaration de capacité pré-tour, puis l'activation alternée des héros. Cette alternance offre un bon équilibre entre temps de réflexion et fluidité du jeu. La limitation à 5 tours garantit des parties relativement courtes, autour de 15 minutes, ce qui est parfait pour un jeu tactique. La possibilité de déclarer des capacités pré-tour amène un élément de planification à plus long terme. Ce qui différencie Heroes of Timeline de beaucoup de jeux tactiques est cette combinaison d'action immédiate et de préparation stratégique. La double condition de victoire, élimination totale ou par domination, permet aux joueurs d'adapter leur style. Jouer agressif et chercher à éliminer tous les joueurs ennemis, ou jouer défensif et contrôler le terrain pour accumuler des points de domination. Cette mécanique oblige à un équilibre délicat entre gestion des ressources, héros, armure, mur, et prise de risque. Le fait qu'une victoire soit possible avant la fin des 5 tours, en éliminant tous les héros adverses, assure des retournements de situation, alors que la victoire par domination récompense la maîtrise du plateau et la patience. Heroes of Timeline se révèle être un jeu tactique, riche et équilibré, qui sait renouveler le genre, grâce à son système de murs modulables, ses équipes variées et son rythme maîtrisé. Il offre une expérience stratégique intense, mais suffisamment accessible pour attirer un large public. La combinaison d'un matériel soigné, d'une mécanique fluide et d'une diversité tactique importante a fait un jeu parfait pour les amateurs de duels compétitifs, tout en restant accessible aux joueurs moins aguerris qui souhaitent progresser dans la stratégie. Ce jeu mérite une place de choix dans toute ludothèque et promet de belles heures de bataille où chaque décision peut faire basculer la victoire. Si vous aimez la stratégie, la tactique fine et le jeu où le terrain évolue au fil des actions, Heroes of Timeline est une aventure à ne pas manquer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plus appris sur ce jeu, que ça vous a donné envie de le découvrir. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos quand elles sont disponibles. Vous pouvez également partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez comme jeu à deux, si ce jeu de duel vous parle, si vous en avez entendu parler. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!